traverser l'Atlantique. Ce rêve de navigateur, les Vikings sont les premiers à le réaliser. Sautant d'île en île, de l'Islande au Groenland, ils touchent les côtes du Labrador. Nous sommes dans les premières années de l'an 1000. Cet exploit resté inconnu, c'est à Christophe Colomb que revient le titre de découvreur de l'Amérique, en 1492. En 1620, le Mayflower quitte l'Europe, chargé d'une centaine de Hollandais et d'Anglais, ouvrant la voie à 3 siècles d'émigration européenne vers l'Amérique. Au milieu du XIXe siècle, les premiers vapeurs s'emparent à leur tour de l'Atlantique. Au début du XXe siècle, malgré la catastrophe du Titanic, le mouvement continue à s'amplifier. Les paquebots deviennent plus grands, plus luxueux et plus rapides. Les années 30, que l'on a appelé l'âge d'or des transatlantiques, sont dominées par la magnificence du Normandie et des célèbres Queen Elizabeth et Queen Mary. Mais au début des années 60, les jets prennent le pouvoir. Héritier de cet âge d'or, le Queen Elizabeth II continue inlassablement à écrire la légende de la transatlantique. Southampton, 7 heures du matin. Le Queen Elizabeth II, que tout le monde ici appelle le QE2, arrive de New York. Le spectacle de cette masse énorme, émergeant avec lenteur de la nuit bleutée, fait revivre en nous les images du Titanic ou du Queen Mary. Autant de grands paquebots mythiques que nous n'avons jamais vus ailleurs que sur des gravures ou des photos et qui pourtant hantent notre imaginaire. Les dockers de Southampton n'ont pas le loisir de se laisser gagner par la nostalgie. Le QE2 ne reste que quelques heures avant de repartir en direction de New York. Je crois que la période la plus marquante a été celle des années 50 et 60, l'âge d'or de la transatlantique, car à l'époque c'était le mode de transport. C'était le seul moyen de voyager. 5 à 6 000 passagers faisaient la traversée entre New York et Southampton chaque semaine. Mais aujourd'hui, l'avion est devenu le principal mode de transport. Cette époque est révolue. Il n'y a plus de navires de luxe, comme vous pouvez le voir. Lancé en 1934, le Queen Mary va régner en maître sur l'Atlantique Nord. En 1936, il conquiert le célèbre ruban bleu, sacrant la traversée la plus rapide entre Southampton et New York. Premier navire de commerce à être inauguré par un membre de la famille royale, la reine Mary, le grand paquebot long de 310 mètres termine sa carrière en 1967. Vendu à la ville de Long Beach en Californie, il est transformé en musée de la mer et en hôtel flottant. Southampton occupe une place particulière dans l'histoire de l'Angleterre. En 1620, c'est de Southampton que le Mayflower partit pour l'Amérique. Plus près de nous, à la grande époque des transatlantiques, la ville accueillait souvent les membres de la famille royale à leur retour de voyage.
Vous savez, nous sommes de tradition monarchiste. On critique la famille royale de temps en temps, mais on l'aime quand même. Pendant sa construction, le QE2 n'avait pas encore été baptisé. Et comme il y avait eu auparavant un bateau portant le même nom de Queen Elizabeth, on l'a donc appelé Queen Elizabeth II, à cause de cette tradition qui consiste à donner des noms de reines à des bateaux. Et tant que ce nom sera sur la coque du navire, il attirera toujours des passagers. Et cela parce que les gens sont nostalgiques de la royauté. Loin de l'effervescence des années 30, Southampton a retrouvé le calme et la tranquillité d'une petite ville de province typiquement anglaise. Cependant, au musée de la Marine, maquettes et photos retracent pour les rares visiteurs les heures glorieuses de son histoire. Les gens sont nostalgiques de l'âge d'or des transatlantiques et considèrent cette période comme révolue. Les paquebots étaient somptueux, la nourriture excellente, ils étaient élégants et avaient beaucoup d'allure. On ne retrouvera jamais cette époque. Aujourd'hui, à l'ère des croisières modernes, vous trouvez du mobilier en plastique, des boîtes en carton. On ne retrouve plus le luxe des anciens navires. Et je crois que c'est cela qui manque aux gens aujourd'hui. On ne peut revivre cet âge d'or, mais nous faisons de notre mieux ici pour leur faire apprécier cette période. Précédant l'avènement du Queen Mary, les paquebots de la White Star Line avaient déjà marqué par leur gigantisme une nouvelle étape de l'histoire de la transatlantique. Le 10 avril 1912, l'un d'entre eux, le Titanic, quitte Southampton pour son voyage inaugural. La tragédie du Titanic a eu un impact énorme à Southampton, parce que plus de 850 membres d'équipage étaient des habitants de Southampton. Cet impact a pu être mesuré pendant des années car des quartiers entiers avaient perdu des membres de leur famille. Et c'est pour cela que nous commémorons le Titanic. Pour le Queen Elizabeth II, l'heure du départ approche. Je crois que le QE2 est empreint de nostalgie. Il perpétue une tradition et j'ai bien peur qu'il soit le dernier à poursuivre cette tradition. Le QE2 est le seul paquebot à assurer la traversée entre New York et Southampton, même si c'est de façon irrégulière.
tout s'éloigne doucement des quais de Southampton. Tous les passagers sont rassemblés sur le pont du navire qui descend lentement l'Itchen, la rivière qui relie Southampton à la mer. Chacun regarde avec émotion le rivage s'éloigner. Inconsciemment, ils savent déjà que la transatlantique a commencé et que dans quelques instants, la Terre disparaîtra complètement à l'horizon. Ils ne la reverront que dans 6 jours, après 6000 km de navigation au travers de l'Atlantique Nord, en arrivant à New York. En matière de sécurité, il n'y a pas de privilège. Au début de chaque traversée, l'équipage, par petits groupes, doit se plier aux exigences de l'exercice de sauvetage. Chacun occupe à sa façon les premières heures de la navigation. Pendant que les inconditionnels du Tea Time se retrouvent dans le grand salon, quelques ponts plus bas, dans les cales du bateau, ont fait l'inventaire des marchandises embarquées à Southampton pour la durée de la traversée. 12 personnes travaillent ici, de manière permanente. Et cela peut monter jusqu'à 16 des jours de livraison. En fait, ici, nous sommes 2 niveaux au-dessous de la mer. Pour une traversée classique, on embarque environ 15 à 20 tonnes de produits frais et une cinquantaine de palettes de boissons. On entrepose dans ces magasins un peu toutes les sortes d'alcool, de bière, de soda, même le vin et le champagne. On dispose de 4 frigos dans lesquels on stocke les légumes frais, les viandes froides et 2 autres frigos pour les poissons. Voilà, on se dirige maintenant vers l'endroit où on conserve le caviar. On y garde aussi le foie gras et les truffes. Cette armoire est fermée par 2 serrures. Nous avons 2 sortes de caviar, le Sevruga et le Beluga. Mais on peut aussi fournir d'autres qualités si on nous le demande. C'est le magasin où on entrepose le vin rouge.
Les plus vieux sont ici, même le plus vieux qui est de 1947. On a une grande sélection de vins. Voici un Château Petrus. La nuit tombe sur le QE2 et les passagers s'apprêtent à passer leur première nuit en mer. Avec ses 293 mètres de long, le QE2 offre aux amateurs de jogging ou de marche un parcours unique au milieu de l'océan. Pour les membres de l'équipage, l'exercice est différent et se pratique le plus souvent dans les coursives. Nous sommes véritablement en Angleterre sur le QE2. Il y règne une tradition très anglaise. Et bien sûr, les passagers aiment ça. La compagnie Cunard perpétue cette tradition. Il y avait les vieux Queen, le Queen Elizabeth, le Queen Mary et le célèbre Mauritania, et bien d'autres navires prestigieux. À bord du QE2, on essaie de perpétuer cette tradition. Certains passagers voyagent avec la Cunard depuis 40 ans et ne changeraient jamais de compagnie. D'autres viennent pour la première ou la deuxième fois pour aussi goûter à ce luxe et à cette tradition qui fait partie de l'héritage de la Cunard. Les photos que vous voyez sur le mur sont celles des membres de la famille royale qui nous ont fait l'honneur de leur présence à bord. Au shuffleboard, le traditionnel jeu de pont des paquebots, ou au ping-pong, on reconnaît déjà en cette seconde journée de navigation les habitués. Ils sont à bord du QE2, petit bout d'Angleterre se déplaçant au milieu de l'Atlantique Nord, un peu comme chez eux, ou mieux encore, comme dans leur club. Nous célébrons notre 25e anniversaire de mariage. C'est une surprise organisée par mon mari. Je trouve le cadre très romantique et jusqu'à maintenant, j'ai apprécié énormément le voyage. Ici, il y a tout ce dont on a besoin. C'est comme une petite ville sur l'eau. J'ai déjà voyagé à bord du QE2 pour affaires, 3 ou 4 fois. Et il a quelque chose de spécial. C'est comme le Concorde qui est à la fois français et anglais. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'un Français le voit décoller, il est très fier. Je suis sûr que les Anglais ressentent la même chose avec le QE2. Ce bateau est à la fois romantique et le porte-drapeau d'une nation qui aime la navigation. Le respect des valeurs traditionnelles de l'Angleterre explique l'atmosphère si particulière qui règne à bord du QE2. Pratiqué aujourd'hui sur tous les navires de croisière du monde, le cocktail de bienvenue du commandant revêt ici un faste particulier. Attachés au protocole, les passagers s'habillent véritablement pour cette cérémonie
au cours de laquelle ils auront le privilège de saluer le Commodore du QE2. Après avoir serré quelques centaines de mains, le Commodore trouverait-il le temps long? Devisant tranquillement un verre à la main, les passagers, invités selon la catégorie de leur cabine, attendent le discours du commandant. Pendant ce temps, les gentlemen hosts du QE2 font danser les passagères. Arrive enfin le moment tant attendu. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard on this westbound transatlantic voyage. And before I say bon appétit... Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à bord, à l'occasion de cette traversée de l'Atlantique vers New York. Avant de vous inviter à rejoindre le restaurant, je voudrais vous présenter quelques membres d'équipage parmi le millier qui travaillent à bord. Je vais vous en présenter 4. Pour commencer, Michael Binney, le médecin du bord. John Duffy, le responsable de l'hôtellerie. Stephen Hare, le chef mécanicien. Et David Hamilton, le commissaire du bord. Le Britannia, lancé en 1840, est le premier bateau à vapeur de la compagnie. Des vitrines disposées un peu partout à bord du QE2 relatent l'aventure de Samuel Cunard, qui fit fortune en lançant ses célèbres packet boats, bateaux destinés au transport du courrier dont le nom francisé devint paquebot. Samuel Cunard était un Canadien qui a fondé la compagnie Cunard il y a environ 150 ans. La compagnie, comme beaucoup d'autres en ce temps-là, s'occupait de l'acheminement du courrier, mais également du transport de passagers. Le fret ne l'intéressait pas à l'époque. Beaucoup d'ancêtres d'Américains sont arrivés aux États-Unis, d'Europe et de Grande-Bretagne à bord de bateaux de la Cunard. Ils demandaient à ses capitaines la sécurité avant tout. Il voulait également que l'on veille à ce que les membres d'équipage ne boivent pas trop de rhum, et nous essayons de respecter sa volonté. C'était un entrepreneur. Il est à l'origine de la compagnie, qui est toujours reconnue aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de compagnies de son époque ont disparu. Nous demeurons les derniers. And we are the last one left. La plus belle maquette présentée à bord du QE2 est celle du Mauretania. Bien que le but de la Cunard ne fût pas la vitesse, le Mauretania, lancé en 1907, conserva le célèbre ruban bleu jusqu'en 1929. Durant la Première Guerre mondiale, il servit de transport de troupes et même de navire hôpital. Nous sommes dans la lingerie. 70 personnes travaillent ici 14 à 15 heures par jour.
Nous nettoyons 30 à 35 000 pièces par jour. Normalement, nous ne parlons que deux langues chinoises, un dialecte et le mandarin. Il y a des personnes d'Indonésie, de Singapour, de Malaisie et de Chine. Et les gens qui travaillent ici n'ont pas le droit de monter sur le pont. Jamais? Non, Mais pourquoi? parce que c'est réservé aux passagers. Le personnel ici doit rester près de sa zone de travail. Chaque jour de traversée vers l'ouest est marqué par un nouveau décalage horaire. Midi. La sirène du QE2 donne le signal. Il faut avancer sa montre d'1 heure. And we believe that Christ has abundantly blessed this love. He has already consecrated you in baptism, and he has enriched you and strengthened you through the sacrament of marriage. Il se passe toujours quelque chose à bord. Dans le grand salon, là où quelques heures auparavant se déroulait un défilé de mode, une conférence ou une partie de bingo, le prêtre célèbre la reconfirmation de mariage de plusieurs couples de passagers. And you will say after me, please continue to wear this ring as a sign. Parmi eux, un couple de Français qui effectue son premier voyage à bord du Queen. Merciful Father, you have made the bond of marriage a holy mystery. Mais j'aime les voyages. C'est une sorte d'obsession, de drogue, mais enfin une bonne drogue, évidemment. Et j'ai essayé de l'entraîner, je l'ai converti à ma religion. Donc vous êtes converti? Oui. Vous êtes converti? Oui, j'ai bien accepté tous ces voyages avec lui, tout ce qu'il m'a offert jusqu'à présent. Moi qui comptais plutôt sur le côté matériel, la maison, le jardin. Maintenant, ça complète bien, tout est fini, on a construit, tout est fini, on est tranquille de ce côté-là. Mais maintenant, j'ai ce plaisir et cette immense joie d'accompagner mon mari partout où il veut bien m'emmener. Il y a tout ce qu'il faut. Les loisirs, danser à bord du Queen, il y a des repas sans cesse, des lunchs. Moi qui suis un peu gourmande, je vois ce côté gastronomique aussi qui me plaît. Et les soirées, à danser, à voir des spectacles, c'est quand même inoubliable. En ce troisième jour de navigation, nous sommes au milieu de l'Atlantique. Nous sommes sur un paquebot transatlantique. Et nous passons la moitié de notre vie sur cet océan à faire des traversées et le reste en croisière. Ce bateau n'a pas d'âge. Quand on l'a construit, on a repris beaucoup de concepts des anciens Queen. Il est très solide, très rapide. Il y règne une ambiance que l'on ne retrouve sur aucun autre bateau de croisière. Nous effectuons cette traversée à une moyenne de 25 nœuds, ce qui équivaut à 70% de la puissance du bateau. Donc nous avons encore une marge. Le bateau est propulsé par des moteurs diesel, mais à l'origine, c'était un bateau à turbine. Il est très rapide.
Nous avons un système de surveillance vidéo qui nous permet de surveiller certaines zones du bateau. Un système d'alarme retentit ici en cas de problème et l'ingénieur peut rechercher l'origine du problème grâce à la vidéo. On a également une caméra dans la cheminée qui nous permet de contrôler les gaz d'échappement. Le commandant descend très rarement dans mon royaume, si ce n'est quand je l'invite à voir un problème particulier. Sinon, il ne vient jamais. Le Queen Elizabeth II n'est pas seulement un navire avec un équipage composé d'officiers et de marins. C'est également un hôtel où travaillent plusieurs centaines de personnes. La plupart s'occupent des cabines ou officient dans les 5 restaurants que compte le bateau. Dans le plus grand restaurant, le Caronia, qui peut accueillir près de 500 personnes, le maître d'hôtel passe ses troupes en revue. Le commandant y a sa table, où il accueille, une fois par croisière, quelques passagers triés sur le volet. Je vais vous raconter une histoire. Une dame a embarqué à New York. Elle n'avait jamais voyagé sur le QE2. On avait besoin d'une personne de plus à la table du commandant. Alors le maître d'hôtel lui a dit « J'ai une très bonne place pour vous ». La dame s'est retournée vers le maître d'hôtel et lui a dit « Jeune homme, je n'ai pas payé tout cet argent pour me retrouver avec l'équipage. » À l'arrière du navire, le restaurant du Lido accueille le traditionnel buffet magnifique. Il s'agit davantage d'un spectacle que d'un véritable dîner. Durant toute la transatlantique, la gastronomie est à l'honneur à bord du QE2. Les passagers qui se prestent à ce buffet de minuit le font avant tout pour admirer la mise en scène. Au matin, le Lido, qui accueillait quelques heures auparavant le somptueux buffet de minuit, a retrouvé son aspect habituel. Nouveaux repas, nouveaux uniformes, ici comme dans les autres restaurants, le service se doit d'être impeccable. Au 4e jour, le temps tourne soudainement et la mer se creuse. Le QE2 pénètre dans la zone balayée par Erika, l'ouragan annoncé par la météo. Cependant, grâce au stabilisateur, le travail se poursuit dans les cuisines. Ici, on prépare les entrées pour le déjeuner. Pour une croisière transatlantique, on confectionne environ 900 plats par jour. Ouais, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, oui.
J'ai 107 cuisiniers de 25 pays différents et 70 Philippins qui font la plonge. De mon point de vue, être chef cuisinier sur le QE2, c'est aussi très particulier parce que j'ai 5 restaurants. Chaque restaurant a sa propre identité, ses propres menus et une qualité de nourriture différente. Donc pour moi, c'est comme si j'étais le chef sur 4 bateaux différents. Sans le léger tangage du bateau, rien ne laisserait supposer que le complexe sportif et le centre de remise en forme se trouvent dans l'un des ponts les plus bas du navire, en dessous de la ligne de flottaison. Victime de la mini-tempête ou simplement souffrante. Unique malade de l'hôpital du bord, cette passagère est l'objet de toutes les attentions du médecin. Il y a environ 3000 personnes à bord, 1000 membres d'équipage et parfois jusqu'à 2000 passagers. C'est un hôpital de 10 lits, avec un système d'acheminement de l'oxygène. Nous avons une salle spéciale pour nous occuper de problèmes cardiaques. Beaucoup de gens nous demandent si nous effectuons des opérations en mer. On l'a peut-être fait par le passé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus aussi facile. Comme les traversées sont relativement courtes, on essaie de stabiliser les patients jusqu'à l'arrivée au port. Nous avons aussi un endroit réfrigéré, un congélateur, et qui ne sert pas à garder du lait ou de la nourriture. C'est pour y entreposer 2 corps. Oui, en effet, on a de la place. Le Lions Bar ouvre ses portes. C'est l'heure de prendre un dernier verre avant d'aller se coucher. La librairie du Queen est sans doute la plus spacieuse que l'on puisse découvrir à bord d'un navire de croisière. Parmi les milliers de livres, écrits pour la plupart en anglais, se trouvent quantité d'ouvrages consacrés à l'histoire des traversées transatlantiques. J'ai commencé à travailler à la Cunard en 1949, à l'âge de 18 ans, en tant que jeune commissaire de bord. J'ai embarqué tout d'abord sur le Queen Elizabeth, puis ensuite sur le Queen Mary, cette grande dame imposante et magnifique.
Il y avait alors 3 classes, toutes 3 séparées par des portes. Et les passagers ne pouvaient donc pas passer d'une classe à l'autre. Des hommes armés patrouillaient sur le bateau. Et s'ils trouvaient des passagers qui n'avaient rien à faire en première classe, par exemple, ils leur demandaient leur numéro de cabine et les escortaient vers la seconde ou troisième classe. Cette immense vitrine aiguise la curiosité des passagers. Durant de longs moments, ils observent les photos et cherchent à identifier les célébrités ayant voyagé à bord des anciens Queen. Souverains, hommes d'État, industriels, stars du cinéma ou du music-hall. Je me rappelle qu'on invitait des passagers pour assurer les animations du soir. Ce n'était pas aussi organisé qu'aujourd'hui. Les seules animations sur les vieux Queen Mary ou Queen Elizabeth étaient le bingo un soir, ou les courses de chevaux un autre soir, et on alternait. Après ça, on dansait. S'il y avait une personnalité comme Gracie Fields ou Maurice Chevalier, je me souviens de lui. Le commissaire de bord lui demandait s'il pouvait improviser un concert le soir au profit d'une œuvre de charité. Les années 40, celles de la Seconde Guerre mondiale, revivent certains soirs à bord du QE2. Les Queen Mary et Queen Elizabeth furent utilisés pour transporter les troupes alliées. De ces 2 paquebots, Winston Churchill a pu dire que grâce à eux, la guerre avait été écourtée d'1 année. Durant le conflit, ils transportèrent 1 600 000 soldats en toute sécurité. La première fois que le Queen est arrivé à New York en 1939 pour son voyage inaugural, c'était incroyable. 300 bateaux nous ont accueillis sur l'Hudson. Une flotte de 9 hélicoptères de police nous a escortés. C'était une vision exceptionnelle, un accueil fantastique. Après 6 jours de navigation et près de 6000 km parcourus au travers de l'Atlantique Nord, le QE2 arrive en Amérique. Une fois passé le pont de Verrazzano, les symboles de New York émergent dans l'aube naissante. La pointe de Manhattan, hérissée des célèbres gratte-ciel, apparaît devant le bateau. Pénétrant dans l'Hudson River, le QE2 longe la presqu'île de Manhattan et s'approche des quais où accostaient autrefois les grands transatlantiques. C'est une des plus belles arrivées au monde. J'adore arriver ici, regarder ce lever de soleil sur l'Empire State Building. C'est magnifique. C'est juste un peu triste de voir ces quais déserts. De mon temps, il y avait plein de transatlantiques.
New York est le véritable symbole du melting pot américain. Certains quartiers de la ville, comme Harlem, évoquent la migration des Noirs venus des États du Sud. Situé à la pointe de Manhattan, Chinatown est le quartier des Asiatiques. Au XIXe siècle, New York accueille à elle seule les 3/4 des immigrants arrivant aux États-Unis. À cette époque, l'arrivée se faisait naturellement par la mer, à l'endroit même où les ferries déversent aujourd'hui leur flot d'employés se rendant au bureau. La vision tant attendue de la Statue de la Liberté signifiait pour les immigrants la fin d'une traversée longue et mouvementée et marquait le début d'une nouvelle vie. Cependant, avant de poser le pied sur le sol de leur nouvelle patrie, les immigrants devaient subir avec succès les contrôles d'Ellis Island. Dans cette île transformée aujourd'hui en musée, des Américains cherchent à retrouver la trace de leurs ancêtres. Ça, c'est la liste des immigrants qui sont venus dans ce pays. Et nous recherchons les membres de notre famille qui sont venus ici en 1892. Ils sont venus d'Irlande et d'Angleterre. Ce seraient nos arrière-arrière-grands-parents. Nous cherchons le père de ma mère, qui a émigré de Suède. Ellis Island est un symbole de l'Amérique. De 1892 à 1954, quelques 12 millions de personnes ont débarqué à Ellis Island. Fuyant de dures épreuves, les immigrants européens sont venus aux États-Unis à la recherche de liberté. À leur arrivée d'Europe, les passagers de première et deuxième classe, ainsi que les immigrants, étaient arrêtés à l'extérieur du port. Les passagers de première et deuxième classe étaient rapidement examinés, puis leur bateau pouvait entrer dans le port. Les passagers de première et deuxième classe pouvaient débarquer et faire ce qu'ils avaient à faire. Ce sont les autres, ceux qui étaient en fond de cale, qui devaient passer par Ellis Island. Ils prenaient donc le ferry et revenaient à Ellis Island où les démarches administratives pouvaient commencer. Quand ils entraient dans le bâtiment principal, on leur demandait de laisser les bagages qu'ils ne pouvaient conserver pendant l'inspection. Ellis Island est aujourd'hui devenu un musée, placé depuis le 11 mai 1965 sous la garde du service des parcs nationaux. Plus de 30 galeries présentent des objets simples et usuels ayant appartenu aux millions d'immigrants venus de toutes les régions de l'Europe. On leur demandait combien d'argent ils avaient sur eux, car la loi disait qu'il fallait 25 $ pour entrer dans le pays. On leur demandait aussi s'ils étaient polygames ou anarchistes.
Ceci était en fait la deuxième partie de leur entretien, car la première partie de cet entretien, l'examen médical, avait déjà commencé sans qu'ils le sachent, pendant qu'ils montaient les escaliers. Des médecins observaient leur manière de monter ces escaliers. À partir de ces observations, ils établissaient un diagnostic. Ils utilisaient alors un morceau de craie pour marquer leurs vêtements. Si vous arriviez en haut de l'escalier essoufflé, ils marquaient H. Si vous boitiez, ils marquaient L. Et pour environ 9% des personnes qui arrivaient dans le grand hall impressionnées et bouche bée, ils marquaient X pour malade mental. L'esthétique et la hauteur des gratte-ciel de New York ont évolué parallèlement à celle des paquebots. Si les premières années du siècle sont celles du Titanic et des immeubles néogothiques tels le Woolworth Building, les années 30 sont celles des grands paquebots et des gratte-ciel art déco. Les années 20 avaient été une période gaie, heureuse et suscitant l'enthousiasme. Alors même que nous entrions dans les années 30, celles de la Grande Dépression, il y avait un désir d'aller toujours plus haut. À cette époque, on construisit l'Empire State Building ou le Chrysler Building, pour ne citer que les plus grandioses. On construisait des immeubles de bureaux avec des entrées magnifiques. L'extravagance était de rigueur, on n'allait jamais assez loin. Il fallait faire toujours plus grand. Les paquebots naviguaient le long d'immeubles magnifiques. C'était l'époque de Radio City, des music halls, des cinémas, des trains. Une époque d'une dimension incroyable qui malheureusement est révolue. L'époque des grands paquebots est révolue. L'ancien port de New York est aujourd'hui un musée qui n'accueille plus que des bateaux sans équipage qui restent à quai. Et seule une modeste plaque rouillée commémore le souvenir du naufrage du Titanic. Le jour où le Queen Elizabeth II cessera ses traversées entre l'Europe et l'Amérique, l'épopée des transatlantiques aura définitivement cessé.